Depuis les structures les plus formidables de la planète. C'est incroyable qu'on ait pu construire cette énorme parabole ici. Tout ingénieur devrait être fier de ça. Jusqu'aux machines les plus modernes. La technologie se trouvant dans la Station spatiale internationale est phénoménale. Aucune de ces avancées n'aurait été possible sans les grands innovateurs du passé. Quelle machine extraordinaire! Oh mon Dieu, ça vole! C'est incroyable qu'ils aient réussi à construire un pont avec un tel courant. Aujourd'hui, les navires de combat américains les plus rapides. Si vous êtes un pirate ou un trafiquant de drogue et que vous voyez ce navire venir vers vous, alors c'est le moment d'éteindre les moteurs et de vous rendre. Une technologie hors du commun. C'est l'élite des navires de guerre. Je suis aux commandes d'un navire qui est sans précédent. Et c'est grâce aux inventeurs du passé. C'est parti, ouais. Si les moteurs venaient à s'éteindre, le bateau aurait de gros ennuis. C'est vraiment incroyable! Quel avion étonnant! Qu'ils sont parvenus à construire l'impossible. L'US Navy est la plus grande puissance maritime au monde. Tout au long de son histoire de 242 ans, ces navires ont mené des opérations dans les eaux profondes des océans de la planète. Désormais, la mission de ces navires ainsi que leurs affectations évoluent. Le monde change et notre flotte doit aussi s'adapter. Le temps des batailles navales au milieu de l'océan est révolu. Beaucoup d'endroits où nous devons nous rendre sont dans des régions côtières. Pour lutter contre des problèmes comme la piraterie, le trafic d'êtres humains, ou pour aider les gens, la flotte doit opérer dans les eaux côtières peu profondes, appelées les littoraux. Et en tant que responsable du programme de construction navale, le capitaine Tom Anderson sait que cela nécessite un type particulier de navire. Nous avons besoin d'un navire à grande vitesse pour opérer efficacement dans les littoraux. Et il doit pouvoir s'adapter. Il doit être capable de faire plusieurs missions. Voilà notre défi. Un défi qui est familier à l'ingénieur en chef et lieutenant Damon Gilbert. Le navire idéal pour cet environnement serait un navire qui soit léger, un navire qui ait un très faible tirant d'eau et un navire qui puisse se gérer lui-même tout en se déplaçant très rapidement. La solution, la classe de frégate légère furtive. Composée des monocoques Freedom et des trimarans Independence, cette nouvelle classe de navires représente l'avant-garde du génie maritime. Voilà à quoi ressemble la construction navale en 2017. Ce design, que ce soit pour du monocoque ou du trimaran, va changer nos méthodes d'action dans ces eaux pour les prochaines années. Construit pour la vitesse, la coque semi-planante du Freedom et le design du trimaran Independence génèrent une puissance ultra-hydrodynamique. L'utilisation d'aluminium léger, allié à un système de propulsion innovant, permet à chaque navire d'aller à plus de 40 nœuds dans à peine 4 mètres d'eau. Conçu pour être adapté à de multiples missions, notamment intercepter de petits bateaux, une vaste télésurface augmente la portée d'intervention de l'équipage. Pour produire une flotte de haut niveau, adaptée aux eaux peu profondes, les concepteurs de la classe de frégate légère furtive ont fait face à une série de problèmes techniques complexes. Quoi de plus difficile que de trouver un système de propulsion efficace? Donc, pour faire un bon système de propulsion traditionnel, les pales de l'hélice doivent se trouver sous la coque pour avoir un débit convenable qui s'ajouterait à notre vitesse actuelle.
Non seulement les systèmes d'hélice standards sont proportionnels à la taille du navire sous la ligne de flottaison, mais ils sont également lents à la réaction. Dans les eaux littorales, si vous voulez chasser un bateau ou fuir un autre navire pour être hors de danger, vous voulez pouvoir manœuvrer aussi rapidement que possible. Alors comment faire pour propulser un navire dans des eaux pas plus profondes qu'une piscine? Cela n'aurait pas été possible sans les grands innovateurs du passé. Les humains ont toujours eu besoin de naviguer dans les eaux peu profondes du monde. Tout d'abord, nous avons utilisé nos bras pour pagayer efficacement, mais c'est vite épuisant. Les Vikings ont ajouté une voile pour conquérir les côtes. Très bien, tant qu'il y a du vent. Avec son petit tirant d'eau, le bateau à vapeur semblait être la solution. Mais il n'était pas sans problème. Dans les années 1940, l'introduction d'hydroglisseurs a offert des voyages à haute vitesse pour les Everglades. Heureusement, un meilleur système allait apparaître. Le Grand Canyon est l'une des merveilles de la nature. Mais c'est aussi le lieu d'une des plus grandes prouesses techniques de l'histoire. On y va! Pour en savoir plus, l'ingénieur en mécanique Dan Dickrell fait une descente effrénée sur le fleuve Colorado. C'est tout simplement génial. Le beau bruit que vous entendez en ce moment, ce sont deux moteurs de 8 litres 3 de 550 chevaux qui poussent ce bateau de 20 tonnes à contre-courant de ces rapides vraiment dingues. Si les moteurs venaient à s'éteindre, le bateau aurait de gros ennuis. Mais le secret pour conduire à contre-courant de ces puissants rapides ne vient pas des moteurs, mais plutôt d'un système de propulsion particulier. Se rendre dans des endroits où d'autres ne peuvent pas en eau très peu profonde est né de l'imagination d'une personne dont le rêve d'enfant était de défier les rapides et d'aller là où personne d'autre ne pouvait aller. Pour ce faire, l'inventeur néo-zélandais William Hamilton devait surmonter les limites des moteurs de bateaux standards. Le problème avec les bateaux classiques, c'est que le bateau se déplace à travers l'eau, traditionnellement propulsé par une hélice vissée. Hamilton avait désormais un problème, parce que les eaux où il voulait aller étaient trop peu profondes. Les énormes rochers auraient détruit l'hélice vissée. La solution d'Hamilton était d'en finir pour de bon avec l'hélice. En 1954, il commanda un bateau en contreplaqué et attacha une pompe centrifuge à son moteur, créant ainsi un système unique de propulsion d'eau. Voilà comment les propulseurs d'Hamilton fonctionnent. Au milieu du bateau, il y a une absorption d'eau, peu importe la surface d'eau sur laquelle on navigue. Hamilton utilise une hélice qui tourne très vite pour faire grandement accélérer le courant d'eau. Cette eau est agitée et sinueuse. Donc, Hamilton fait passer l'eau à travers une série de stators, créant un jet d'eau uniforme, mais puissant, permettant au bateau de se déplacer très rapidement. Le puissant jet d'eau venant de la poupe propulsa le bateau vers l'avant à vitesse égale. Hamilton testa ses conceptions sur les voies navigables de la Nouvelle-Zélande et en 1960 jeta son dévolu sur le Grand Canyon aux États-Unis. Hamilton s'était engagé à être le premier à remonter en bateau les 160 km innavigables du fleuve Colorado. Ça a peut-être l'air calme ici, mais là-haut, les rapides sont terribles.
Conquérir la rivière en 9 jours, avec son fils John à la barre, y compris les fameux rapides de Vulcan, a fait entrer Hamilton dans l'histoire. Près de 60 ans plus tard, le jet d'eau d'Hamilton est synonyme de puissance pure L'accélération est intense. et de navigation dans les eaux peu profondes, avec l'avantage d'une manœuvrabilité hallucinante. C'est parti! Ouais! Une invention qui permet d'aller toujours plus loin. Grâce à cette démonstration spectaculaire de l'homme contre les rapides, ce système de propulsion unique a été adopté partout sur la planète. C'est parti! Les ingénieurs de la classe de frégate légère furtive ont utilisé sur le monocoque et le trimaran l'innovant jet d'eau d'Hamilton, ce qui a servi à créer un système de propulsion d'une performance inégalée. Le navire peut naviguer jusqu'à 40 nœuds. 40 nœuds est une grande vitesse pour un navire de cette taille. La façon dont ce navire atteint cette vitesse se fait par l'utilisation de 2 turbines à gaz et de 2 moteurs diesel qui animent un train de propulsion qui est propulsé par l'eau des jets. Au chantier naval d'Ostal, USA, à Mobile en Alabama, la dernière variante de l'Independence, l'USS Tulsa, se fait contrôler les propulseurs. Lorsque le navire navigue à pleine vitesse, il y a à peu près 9000 litres d'eau qui se déversent chaque seconde à travers 4 jets, ce qui remplirait 2 piscines olympiques en moins de 2 minutes. Ils ne font pas que générer une puissance colossale. Ces jets, intelligemment conçus, agissent comme un gouvernail pour diriger le navire. Chaque jet d'eau est capable d'être indépendamment dirigé, ce qui offre beaucoup de souplesse et de maniabilité. Comme pour le système d'Hamilton, l'eau est canalisée par le biais de 4 puissantes turbines et est libérée à grande vitesse vers l'arrière. Pour piloter, le débit d'eau de chaque jet est déviable par une buse rotative permettant des manœuvres rapides. Pour reculer, les buses de sortie forcent le débit du jet vers l'arrière. Intégré à la coque, le navire de la classe frégate légère peut fonctionner dans un peu plus de 4 mètres d'eau. Contrôlez à bâbord. Bâbord contrôlé. L'USS Montgomery, navire jumeau, patrouille sur les côtes californiennes. Le commandant Mark Stefanik dirige les opérations. Le système de jet d'eau me permet de tourner et de faire manœuvrer le navire avec précision et avec beaucoup plus de réactivité qu'un navire traditionnel. Donc en créant des forces opposées de chaque côté du navire, je peux presque faire tourner le navire sur son propre axe. Je peux faire tourner le navire dans un cercle parfait grâce au niveau de contrôle que j'ai par le biais des jets d'eau. Dans ce bateau se trouve un système de propulsion de 100 000 chevaux, ce qui forme un sillage impressionnant. C'est actuellement sous notre total contrôle. Et comme vous pouvez le constater, il y a quelques turbulences à l'arrière. Donc nous sommes très attentifs à ce que nous faisons avec ce puissant navire. En tournant, on peut facilement renverser de petits bateaux. La capacité du navire à stopper et à s'immobiliser est tout aussi impressionnante. Quand j'arrête le bateau, je passe d'une vitesse maximale à 0 et la transition est très douce. Le bateau tout entier va totalement s'arrêter sur l'eau en moins d'1 minute. Si l'on compare la propulsion par jet d'eau de 29 chevaux par tonne de l'USS Montgomery à celle d'un porte-avions qui a une capacité de 3 chevaux par tonne, la classe de frégate légère furtive est la plus efficace de la Navy. Des capacités formidables qui sont appréciées au quotidien par l'ensemble de l'équipage. Quand il s'agit de la manœuvrabilité du navire, ça n'a rien à voir avec les autres navires. C'est un peu comme conduire un jet ski. Ce navire peut en fait manœuvrer sur le côté, il peut pivoter sur lui-même en restant immobile. C'est quelque chose de totalement différent de tous les autres navires de guerre.
La classe de frégate légère furtive est la plus rapide et la plus agile de toute la Navy. Le responsable de construction, le capitaine Tom Anderson, affirme que leurs performances sont inégalées. Si vous êtes un pirate ou un trafiquant de drogue et que vous voyez ce navire venir vers vous, alors c'est le moment d'éteindre les moteurs et de vous rendre. Construite pour de multiples missions, la variante trimaran de l'Independence et la variante monocoque du Freedom sont conçues pour patrouiller le long des côtes de la planète, aussi appelées littoraux. Mais pour fonctionner à pleine puissance, sans s'échouer dans des eaux peu profondes, les navires doivent être aussi légers que possible. Chaque kilo qui va dans ce navire est évalué, car chaque kilo qui va dans ce navire est un poids en plus, ce qui signifie une baisse de vitesse. Pour le lieutenant Damon Gilbert, l'ingénieur en chef de l'USS Freedom, résoudre ce problème est crucial. La difficulté que nous trouvons dans la conception des navires plus anciens, c'est la coque et la superstructure en acier, qui rendent le navire incroyablement lourd. Moins nous avons de poids, et plus nous pouvons circuler proche du littoral sans se soucier de s'échouer, sans se soucier d'aller dans des endroits où nous ne pourrions en sortir. Mais comment construire un navire de combat léger sans compromettre la solidité ou la taille ? Pour trouver une solution, les ingénieurs de la classe de frégate légère furtive doivent s'inspirer d'autres inventeurs de génie du passé. L'homme a toujours lutté pour trouver le matériau parfait pour rester à flot. Pour les pêcheurs, être quasi submergé était un peu problématique. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, les soldats assyriens se mettaient sur des peaux de chèvre gonflées pour se faufiler vers l'ennemi. Bien que légers, ils n'étaient pas sans rencontrer des problèmes. Bonjour. Pour certains, l'argile était une alternative bon marché. Des rangées de peaux comme bouées offraient un radeau très efficace. Bien qu'éviter les rochers était toujours souhaitable. Heureusement, un matériau plus durable allait faire son apparition. L'ingénieur Dan Dickrell est à Tulsa, dans l'Oklahoma, pour découvrir une merveille qui révolutionna le monde de l'aviation. Oh, wow! Quel magnifique avion! Une véritable icône d'ingénierie. Voici le DC-3 Flagship D3. Il a été construit il y a 80 ans, presque entièrement fait d'aluminium. Il est le plus vieux DC-3 volant au monde. Mais cette merveille d'ingénierie et de l'aviation n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le travail d'un ingénieur 3 décennies avant sa construction. Avant cette superbe machine, la plupart des avions étaient en bois. Bien que légers, ils se brisaient facilement. En 1931, un Fokker F-10 a perdu une aile entière et s'est écrasé dans une prairie du Kansas, tuant les 8 personnes à bord. La construction à ossature de bois cessa et les ingénieurs se tournèrent vers le métal. Mais il a fallu attendre 1906, lorsque le métallurgiste allemand Alfred Wilm fit une découverte fortuite qui permit aux avions en métal de devenir une réalité. Le problème avec la construction d'avions en métal est qu'en plus d'être plus solides que le bois, ils sont plus lourds. Maintenant, avec les métaux,
Les métaux ont également des poids différents. Nous avons ici de l'aluminium et nous avons ici de l'acier. Et pour la même taille, l'acier est 3 fois plus lourd. En raison de sa légèreté, l'aluminium semble être le matériau parfait pour construire des avions. Mais le problème, c'est qu'il y a une centaine d'années, ce n'était pas assez solide. À la fin du 19e siècle, la production en masse d'aluminium était relativement faible. Alfred Wilm commença à expérimenter sa composition chimique afin de remédier à cela. Il essaya différents métaux, de la manganèse, du magnésium et du cuivre dans différentes proportions pour créer un alliage. Il les fit chauffer à de fortes températures, puis les refroidit. Il répéta ce processus maintes et maintes fois, mais malheureusement, l'aluminium était encore très flexible. Wilm abandonna. Mais à son retour au laboratoire, quelques jours plus tard, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. L'aluminium avait durci et était beaucoup plus solide. Les cristaux mous de l'aluminium avaient été modifiés par l'introduction des métaux. Au fil du temps, de nouveaux cristaux s'étaient développés dans chacun des cristaux en aluminium, renforçant ainsi la structure. Wilm appela ce nouveau matériau du duralumine. C'était très solide et changea littéralement le monde de l'aviation. Le nouvel alliage se fit connaître comme le métal ailé. 80 ans après sa construction, cet emblématique DC-3 en aluminium prend son envol une fois de plus. C'est vraiment incroyable. Descends un petit peu. Pour Dan, prendre les commandes de cet avion emblématique est le rêve de toute une vie. C'est vraiment incroyable de faire voler cet étonnant avion. Je ne peux pas vous décrire ce que je ressens. Je pilote le plus vieux DC-3 du monde. Lancé en 1935, le DC-3, si léger, a été la première réussite commerciale dans les ventes d'avions pour passagers. Grâce à l'alliage de Wilm, l'aluminium dans ce DC-3 a une puissance par rapport au poids incroyable. Il est léger et aérodynamique. Avec cette nouvelle génération d'avions sûrs et efficaces, dès 1939, plus de 90% des passagers de l'Amérique volaient sur des DC-2 et DC-3, tout en aluminium. Aujourd'hui, 80 ans après le lancement de cet avion, l'aluminium est le matériau standard de l'industrie aérospatiale. En s'inspirant de l'aérospatiale, les ingénieurs des variantes de la classe frégate légère du Freedom ont utilisé de l'aluminium de qualité supérieure pour créer certains des navires de combat les plus légers jamais construits. Parmi les éléments qui ont été mis dans cette conception particulière de l'USS, nous pouvons y retrouver une coque bimétallique. Cela signifie que la coque réelle est en acier. Et la superstructure, elle, comme nous aimons l'appeler parfois, la maison où les gens vivent, et toutes les installations sont en aluminium, économisant littéralement des tonnes de poids, ce qui a un effet directement sur nos performances. En dépit de ses 118 mètres de long et de ses 17 mètres et demi de large, la variante du Freedom, avec sa coque en acier et sa superstructure en aluminium, ne pèse que 3500 tonnes, avec un tirant d'eau juste au-dessus des 4 mètres. Les ingénieurs de la variante de l'Independence ont toutefois franchi une nouvelle étape. Ce n'est pas parce qu'ils naviguent sur des littoraux qu'ils doivent être petits. Nous construisons un navire non négligeable, comme vous pouvez le voir lorsque vous jetez un œil à la poupe de ce navire. Ce navire est le plus grand de tous les navires en aluminium opérant en mer aujourd'hui. Construire ces méga trimarans dans le chantier naval d'Austal, en Alabama, de 127 mètres de long et 31 mètres de large, où chaque kilo compte. L'aluminium a une grande force massique. C'est un tiers de la masse volumique de l'acier, et pour le volume du navire que nous construisons ici,
L'aluminium était notre seul moyen de garder nos performances actuelles. Donc, lorsque nous jetons un œil à l'intérieur du navire, vous pouvez voir que l'armature, y compris l'enveloppe externe, est entièrement en aluminium. En reprenant les idées d'Alfred Wilm et en ajustant la recette, la qualité marine de l'aluminium est aujourd'hui remarquable. Les alliages d'aluminium que nous avons utilisés dans la construction de ce navire possèdent des propriétés corrosives. Leur acier a besoin d'être peint. Celui-ci n'est pas peint au-dessus de la flottaison, ce qui nous permet de faire des économies et également de réduire son poids. Cette énorme réduction de poids signifie que le tirant d'eau de la variante de l'Independence a été considérablement réduit, à un peu plus de 4 mètres. Normalement, nous aurions dû avoir 2 fois plus de tirants d'eau, ce qui nous permet d'entrer dans les eaux et ports de visite qui ne sont traditionnellement pas accessibles pour nos navires. C'est un exploit d'ingénierie assez incroyable que d'obtenir un bateau de cette taille et d'avoir un tirant d'eau de seulement 4 mètres et d'être encore capable de maintenir sa manœuvrabilité dans les eaux profondes. La classe de frégate légère furtive américaine emmène l'ingénierie marine vers de nouveaux sommets. Construite pour patrouiller dans les eaux côtières, le capitaine Tom Anderson, responsable de la classe des frégates légères furtives, estime qu'il s'agit d'une classe à part entière. Opérer dans les eaux peu profondes nécessite des navires à haute vitesse et de faibles tirants d'eau. La réponse à ces défis sont les navires de combat en zone littorale. Composé d'une monocoque pour la variante du Freedom et d'un trimaran pour la variante de l'Independence, la puissance massique de la classe de frégate légère furtive est plus du double de celle d'un destroyer typique. Mais comme le sait le commandant de l'USS Independence, Douglas Meyer, les défis du XXIe siècle exigent de ces navires d'offrir plus de vitesse. Les navires doivent savoir faire aujourd'hui plusieurs missions. L'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est en perpétuel changement. Il est très important pour un navire d'avoir la capacité de s'adapter rapidement aux menaces changeantes. Nous avons besoin d'avoir un vaisseau qui soit capable de faire de multiples missions, que ce soit pour de la recherche de sous-marins, pour trouver des champs de mines et faire exploser ces mines. Toutes ces choses sont nécessaires pour la marine dans le futur.